Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, je suis très émue d'avoir l'honneur de présenter nos travaux qui sont dirigés par le professeur Alimoui Benabid à Grenoble. Et je remercie le comité d'organisation de nous avoir invités. Donc, je vais vous présenter ce projet d'interface cerveau-machine pour piloter un exosquelette à partir de son activité cérébrale, donc, qui se déroule au CEA Laitier à Clinatech, qui est un centre de recherche biomédicale récent, qui se trouve sur le campus de recherche technologique Minatech à Grenoble, en particulier en partenariat avec le CHU de Grenoble, dont la mission est d'accélérer le développement de dispositifs médicaux innovants pour répondre à des besoins médicaux et en utilisant des nouvelles technologies, en particulier des micro-nanotechnologies. Donc ce centre est assez récent et pour le moment, nous adressons trois axes de recherche principaux, les maladies neurodégénératives, le cancer et le handicap. Et ce centre est dirigé par le professeur Alimoui Benabid, qui regrette de ne pas pouvoir participer à cette journée, qui a reçu donc le prix Lasker, comme vous le savez, l'année dernière, pour ses travaux en 2014, pour ses travaux sur la maladie de Parkinson, sur la stimulation cérébrale profonde, et le Breakthrough Prize l'année dernière. Donc Clinatech regroupe des compétences très variées, justement pour fermer la boucle rapidement entre la conception, la validation biologique, préclinique et clinique, de manière à ce que ces technologies puissent aller rapidement aux patients. Et donc regroupe une équipe très pluridisciplinaire de cliniciens, d'ingénieurs, de biologistes, de spécialistes d'affaires réglementaires, pour accélérer ce processus de développement des dispositifs médicaux. Donc l'un des projets phares de Clinatech, c'est ce projet d'interface cerveau-machine. Donc en attendant que d'autres méthodes soient disponibles pour des patients tétraplégiques en particulier qui ont une lésion de la moelle cervicale, l'idée c'est de permettre à un sujet tétraplégique, donc placé dans un exosquelette 4 membres, de piloter cet exosquelette grâce à la mesure de son activité cérébrale, parce qu'en imaginant le mouvement, on peut mesurer son activité cérébrale grâce à un implant, décoder en temps réel ces signaux nerveux pour piloter les 4 membres de l'exosquelette. Donc, comme vous le savez, mon exposé bénéficie évidemment d'excellent exposé du professeur Denohu. Imaginer un mouvement ou le réaliser provoque une activité électrique comparable au niveau du cortex moteur. Et vous voyez ici donc une image de magnétoencéphalographie superposée à une IRM. Quand on demande à un patient de bouger le bras dans la réalité, on voit une certaine activité dans son cortex moteur. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on lui demande d'imaginer le mouvement, on a à peu près la même activité au même endroit. Donc si on est capable de mesurer cette activité grâce, par exemple, à un implant de mesure de l'activité corticale, on pourrait décoder cette information pour piloter des effecteurs, par exemple un exosquelette. Donc, en très résumé, il y a beaucoup de monde qui travaille dans le domaine des interfaces cerveau-machine, qui utilisent des casques d'électroencéphalographie externes, qui ont évidemment l'avantage de ne pas être invasifs, mais qui ont des applications limitées en termes de degré de liberté adressable, donc quelques interrupteurs, mais pas des mouvements complexes. À l'opposé, M. Denohu, ce matin, a présenté les travaux issus de l'usage de microélectrodes placées dans le cortex, donc avec des publications qui ont depuis plus d'une dizaine d'années, extrêmement intéressants, mais évidemment avec des problèmes de stabilité, puisque c'est un dispositif invasif qui crée de l'instabilité au niveau de la capture des signaux neuronaux. Donc l'approche que nous avons suivie sous la direction de M. Benabid, c'est de mesurer les signaux à la surface du cortex, donc sans pénétrer le cortex, à la surface de la dure mère, et donc de concevoir un implant qui puisse être minimalement invasif et quand même permettre de piloter un grand nombre de degrés de liberté. Donc voilà une animation du projet tel que nous l'avons imaginé. Donc le patient tétraplégique est placé dans un exosquelette, il imagine faire le mouvement qu'il souhaite faire. Ça provoque une activité au niveau de son cortex moteur. Cette activité électrique est mesurée par des implants qui sont placés dans sa boîte crânienne. Les signaux sont envoyés à l'extérieur par une liaison radio sans connecteur
qui sont mesurés par une antenne à l'extérieur qui transmet les données à des ordinateurs dans le dos de l'exosquelette pour interpréter ces signaux et les transformer en commandes pour piloter les bras et les jambes de l'exosquelette. Donc cette plateforme BCI, donc Brain Computer Interface, interface cerveau-machine, est composée de 3 blocs principaux. Les implants pour mesurer les signaux à la surface du cortex. Évidemment, comme l'a mentionné ce matin Yves Agide, un énorme traitement des signaux pour interpréter en temps réel ce qui se passe. Et enfin, un contrôle commande de l'exosquelette. Donc je vais faire un rapide description de ces 3 blocs. Donc l'implant en particulier, donc c'est un implant qui permet de mesurer l'activité au niveau du cortex moteur sur 64 voies, faible bruit. Donc il y a une transmission sans fil des données grâce à une antenne et il est téléalimenté. Donc c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur de l'implant. Et surtout, cet implant est pour le moment unique au monde, en ce sens qu'il est prévu pour être implanté à long terme, parce qu'il respecte les normes des dispositifs médicaux implantables actifs que nous avons donc démontrés avec des laboratoires certifiés pour des applications cliniques long terme, et nous avons publié nos travaux dans le journal I3E. Donc le principe d'implantation de ce dispositif a été évidemment spécifié par le professeur Benabid, qui est neurochirurgien, et donc il nous a demandé de prévoir un implant qui puisse s'insérer dans une craniotomie de 5 cm de diamètre et qui vienne remplacer la rondelle d'os ainsi enlevée. Les électrodes sont en contact avec la dure mère, donc ici on voit une coupe, c'est un montage, on n'a pas encore fait l'implantation. Donc les 64 électrodes sont en contact avec le cortex moteur. Les signaux sont mesurés par les électrodes, le signal est traité dans l'électronique et les signaux sont ensuite envoyés au monde extérieur par les liaisons radio à travers ces antennes de communication sans fil avec une téléalimentation, ce qui évite d'avoir une batterie à l'intérieur du boîtier. Évidemment, un packaging hermétique pour satisfaire aux normes d'usage à long terme. Donc l'empilement technologique à l'intérieur de cet implant, c'est un circuit intégré spécifique pour amplifier et mesurer les signaux, des cartes d'électronique d'amplification, de communication et téléalimentation, et des antennes de communication sans fil pour la transmission des données dans une bande médicale, et une antenne de téléalimentation à 1356 MHz, le tout dans un packaging hermétique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que notre laboratoire a poussé, c'était un peu le rôle de Clinatech, de pousser les développements jusqu'à l'homologation et la conformité aux directives européennes relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs de classe 3 pour un essai clinique. Donc nous avons fait faire les tests par des laboratoires certifiés, donc le LNE, le LCIE, le EMITech, etc., le ICAR, la NAMSA, pour évaluer la sécurité électrique et mécanique, les tests de sécurité du terminal, l'évaluation de la biocompatibilité à long terme, ça c'est un énorme travail, et également vérifier la sécurité des développements des logiciels de dispositifs médicaux. Et enfin, cet implant a été fabriqué selon la norme ISO 13485, indispensable pour les dispositifs médicaux implantables actifs. Maintenant, je fais un point sur le traitement des signaux électrocorticographiques. Donc, on a développé une plateforme logicielle de manière à traiter en temps réel ces signaux. Et le principe est le suivant, on va décoder ces signaux en 2 phases. Il y a une première phase dite de calibration qui permet au système d'apprendre. Donc, c'est du machine learning. On demande au sujet d'imaginer un mouvement qu'on connaît, donc un mouvement prédéterminé, et on va en même temps enregistrer les données qui correspondent à cette activité d'imagination motrice pour construire un fichier de calibration, et ce pour plusieurs types de mouvements. Et ensuite, donc ça, pendant cette phase de calibration, on demande au sujet de faire un mouvement précis à un moment précis, et on construit des fichiers de calibration. Et ensuite, pendant la phase d'entraînement, là, c'est le patient qui décide ce qu'il veut faire quand il veut le faire. Donc, il imagine le mouvement qu'il veut faire, le mouvement du bras ou de lancer un cycle de marche. On va capter son activité cérébrale et les décoder grâce aux fichiers qu'on a acquis préalablement dans un fichier de calibration pour prédire le mouvement et piloter des systèmes complexes. Donc,
Le démonstrateur que nous avons choisi dans un premier temps, c'est un exosquelette 4 membres, mais on pourrait parfaitement utiliser ce même système pour d'autres effecteurs qu'un exosquelette 4 membres. Donc cet algorithme de calibration repose sur l'analyse simultanée temps, fréquence, espace, avec beaucoup de travail au niveau de la robustesse en particulier et de la résistance aux artefacts. Et donc nous avons été amenés à tester ces algorithmes en particulier sur des expérimentations précliniques. Alors évidemment, les performances qui vont être obtenues lors des essais cliniques vont reposer sur la plasticité cérébrale, comme dans tout apprentissage. Le patient qui va s'entraîner va améliorer le pilotage de son exosquelette en s'entraînant. Alors, nous avons testé nos algorithmes avant avant que le premier patient soit inclus et implanté sur des primates non humains, donc des macaques rhésus. On a implanté, donc professeur Benabid a implanté des petites matrices qui ressemblent tout à fait à celles qui sont utilisées dans l'implant. L'implant est trop gros pour être implanté sur le crâne d'un primate, donc la matrice est reliée par un câble à l'implant et ensuite en aval de l'implant on a exactement la même chaîne de traitement que pour les sujets humains. Donc le primate peut bouger, il est évidemment pas tétraplégique, il a un petit marqueur sur le poignet et on enregistre les mouvements qu'il fait réellement quand il veut attraper une récompense par exemple. Donc on a un système de capture de mouvement qui nous permet de mesurer avec exactitude le mouvement de son poignet. Et en parallèle, on mesure son activité cérébrale grâce à cette matrice et à notre implant, et on vient mesurer et traiter ces signaux en temps réel. Donc ce que vous avez ici en bleu, c'est les coordonnées X, Y, Z redonnées par le système de capture de mouvement quand le primate bouge son poignet, et en rouge, vous avez le mouvement prédit par le système de traitement du signal, comme je l'ai décrit, après calibration et donc entraînement. Ceci dit, entraînement, on a des séquences qui sont relativement brèves parce que le primate n'est pas forcément motivé à faire les études pendant très longtemps. Donc en dessous, vous avez l'animation de l'exosquelette animée par le mouvement réel du système de capture de mouvement et animé par le mouvement prédit à partir des données électrocorticographiques. Donc vous voyez une bonne corrélation, ce qui nous a encouragés à continuer. Ceci dit, avec un primate, on ne peut pas lui demander d'imaginer des mouvements. Donc on a fait des essais avec des sujets témoins dans un magnétoencéphalographe qui permet de mesurer l'activité magnétique du cerveau pendant des tâches réelles ou virtuelles. Et là, ce que je vous présente comme résultat, c'est un sujet à qui on demande d'imaginer des mouvements, donc on connaît. En bleu, vous avez le mouvement demandé au sujet, et en rouge, vous avez le mouvement prédit par le traitement des signaux magnétoencéphalographiques en offline. Donc là, vous avez de la même manière un exosquelette piloté par les vraies consignes d'imagination du mouvement, et ici piloté par le traitement des données MEG. Donc ce qu'on voit aussi, c'est une bonne corrélation. À noter, il n'y a pas eu d'entraînement, c'est-à-dire que la séquence qui est là, c'est la séquence unique d'imagination et de traitement des données. Donc ce sont des premiers résultats, on n'a encore pas une moyenne très élevée, mais on est assez satisfait parce que c'est encourageant. Les données magnétoencéphalographiques sont beaucoup plus difficiles à traiter que les données électrocorticographiques. Enfin, l'exosquelette. Donc l'exosquelette a été développé par nos collègues du CEA LIST en région parisienne, donc qui bénéficient de toute l'expérience du CEA en robotique. Et donc, ils ont développé un exosquelette 4 membres pour usage clinique. Donc, les 2 bras ont 4 degrés de liberté chacun, les 2 jambes 3 degrés de liberté. Et donc, dans le dos de l'exosquelette, on embarque les PC pour le traitement du signal et l'exosquelette, une alimentation par batterie, et il a été aussi qualifié pour un usage dans le cadre d'un essai clinique. Donc, pour le moment, il n'a pas l'équilibre, donc il est suspendu par un système anti-chute. Donc, dans les développements à venir, on a évidemment l'équilibre et un système de préhension. Pour l'instant, il n'y a pas de système de préhension au bout des bras. C'est un travail en cours.
Donc voilà une première vidéo de l'exosquelette. Là, c'est un mannequin, évidemment, et on a piloté la marche à partir du PC pour faire des premiers essais dans le secteur clinique de Clinatech, afin de préparer le prochain essai clinique. Alors, justement, la prochaine étape, c'est l'essai clinique. Donc, l'investigateur principal est le professeur Benabid. L'objectif, c'est de montrer la faisabilité. Donc, c'est de passer un verrou technologique et de démontrer qu'on sera capable de piloter plusieurs degrés de liberté d'un effecteur neuroprosthétique, comme un exosquelette, chez une personne tétraplégique atteinte d'une lésion traumatique de la moelle. Donc, ce protocole a été accepté en juin 2015 par l'Agence nationale de sécurité du médicament et le Comité de protection des personnes. Et il a été autorisé en fin d'année par la Direction de la recherche clinique et de l'innovation du CHU Grenoble pour 5 patients, pour une durée totale de 5 ans, avec une durée par patient de 4 ans. Et actuellement, donc, le professeur Benabid est en train de recruter des premiers sujets tétraplégiques pour cet essai. Et nous avons également, le CHU bénéficie d'un financement d'un programme hospitalier de recherche clinique nationale de la Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé. Donc, pour parvenir à cette chaîne, disons, qui va d'un besoin médical jusqu'à l'essai clinique, le besoin étant d'offrir de la mobilité à des sujets tétraplégiques pour leur permettre de piloter des effecteurs, il a fallu d'une part prendre en compte l'opérabilité clinique et la sécurité, donc un dispositif relativement limité en invasivité avec des électrodes qui ne pénètrent pas dans le cortex, une matrice épidurale et des connexions sans fil, donc il n'y a pas de connecteur entre le dispositif, il n'y a pas de connecteur à travers la peau, avec une procédure chirurgicale simple, avec une tréphine de 5 cm sans ouverture de la dure mère. Il a fallu gérer un compromis au niveau des performances techniques, parce que plus on a de voix d'enregistrement, meilleur est le rapport signal sur bruit, plus on consomme, mais il faut tenir la norme et la sécurité qu'il n'y ait pas d'échauffement au niveau de l'implant. Évidemment, miniaturiser tout ça pour que l'implant soit le plus petit possible, avec un débit de données sans fil qui soit raisonnable, pour pouvoir traiter les données en temps réel avec suffisamment de précision. Enfin, que le dispositif satisfasse à toutes les réglementations en termes de biocompatibilité, sécurité électrique et mécanique, fiabilité des logiciels et gestion des risques. Et enfin, qu'il soit facile à fabriquer selon la norme ISO 13485 en vue d'aller aux essais cliniques. Donc, nos prochaines étapes, c'est évidemment de réaliser cet essai clinique pour démontrer qu'une personne tétraplégique pourra piloter plusieurs degrés de liberté à partir de son activité cérébrale. En parallèle, passer d'un démonstrateur de preuve de concept à des solutions et à des effecteurs variés qui soient adaptés aux différents besoins des patients et évidemment en partenariat avec des industriels. Et aussi de démarrer d'autres essais cliniques avec d'autres équipes partenaires pour d'autres applications. Donc en particulier, dans le domaine de la suppléance fonctionnelle, on peut adresser éventuellement certaines maladies neuromusculaires, éventuellement le traumatisme du plexus brachial. On peut aussi imaginer pouvoir piloter des dispositifs de stimulation électrique fonctionnelle que le professeur Denohu a mentionné ce matin. On a également un outil qui permet de faire du monitoring des électrocorticogrammes à long terme. Donc on peut envisager ça aussi pour du monitoring de l'épilepsie. C'est à discuter, à imaginer un bénéfice à la fois de diagnostic pour améliorer la thérapie. Et puis dans le domaine de la réhabilitation, pour stimuler la plasticité cérébrale, peut-être en particulier pour les accidents vasculaires cérébraux. Et évidemment, si on veut que ce travail puisse bénéficier largement aux patients, préparer le transfert industriel de cet implant. Voilà, donc c'est un projet qui a mobilisé beaucoup de compétences, de microélectronique, d'électronique, de packaging, de biologie, de maths, traitement du signal, logiciel, robotique et neurochirurgie. Donc ce projet est dirigé par le professeur Benabid et donc j'ai eu la charge de coordonner ce projet de façon opérationnelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Bon, il y a juste beaucoup de questions. Monsieur Ayache et ensuite derrière
Merci pour ce très bel exposé, ce projet très impressionnant. Je me demandais quel était le délai entre la récupération des signaux, leur traitement, ensuite l'activation des moteurs de l'exosquelette. Et est-ce que ce délai est compatible avec un ajustement finalement et un apprentissage de la part du patient des commandes? Alors le délai est inférieur à 200 millisecondes. Donc on est en temps réel avec... on va voir aussi en fonction de l'apprentissage et des besoins. Les algorithmes ne sont pas figés. Ce qu'on a voulu, c'est que qu'on soit assez sûr que le premier patient assez sûr, il y a toujours un risque que ça ne fonctionne pas comme on le souhaite, mais on a minimisé les risques pour qu'il y ait un résultat. Maintenant, dans le protocole de recherche clinique, il y a une mise au point et une optimisation des algorithmes en fonction de l'évolution des performances du patient. Mais la chaîne logicielle est validée pour un temps de traitement inférieur à 200 millisecondes. Merci. Oui, et ensuite Jean-Pierre Changeux après. Merci, Monsieur le Président. Madame Mestet, j'aimerais comprendre pourquoi vous restez en surface. Cet implant de surface est large et multi-capteur, mais pourquoi, puisqu'on connaît maintenant exactement l'anatomie du faisceau cortico-spinal, depuis la surface jusqu'à la capsule, à travers une neurotractographie marchant convenablement, on sait les épaisseurs relatives et à chaque étape du faisceau, pourquoi ne pas rapprocher les électrodes, ce faisceau d'électrodes, du faisceau lui-même? On gagnerait de l'espace et de la distance en précision. Alors là, je laisserai le neurochirurgien vous répondre. Je peux vous apporter une réponse immédiate au niveau du projet, au niveau d'avancement du projet, qui est de limiter au maximum les risques pour le moment et de ne pas ouvrir la dure-mère. Donc de rester en surface du cortex moteur où on pense qu'on aura des signaux de qualité suffisante pour activer un grand nombre de degrés de liberté. Si ensuite le besoin se fait sentir et que les technologies sont suffisamment matures, on pourra éventuellement aller plus loin, mais à cette étape-là de la démonstration, on va rester en épidural. Jean-Pierre Changeux. L'implant que vous utilisez est quand même extrêmement invasif, puisqu'il faut découper un morceau de crâne, le remplacer par une boîte, etc. Et on a entendu parler par Alain Saël, José Alain Saël, d'implants rétiniens qui sont beaucoup plus discrets et qui, au fond, jouent à peu près le même rôle. Dans l'autre sens, disons. Est-ce qu'il n'y a pas moyen avoir la possibilité de miniaturiser ou je ne sais pas, de trouver une certaine forme qui permette à l'implant d'être introduit, par exemple, à partir d'un petit trou à travers le corps? Moi, je ne sais pas, faire un orifice comme ça m'effraie, mais enfin, peut-être que j'ai tort, je ne suis pas médecin. Mais il n'y a pas un moyen d'avoir quelque chose de plus discret. Voilà. Alors je vais faire une réponse à deux niveaux. D'après ce que j'ai entendu M. Benabid dire à de nombreuses reprises, une craniotomie de 5 cm est une procédure relativement classique en neurochirurgie. Et donc il nous a spécifié cette taille d'implant parce que ça lui paraissait être une taille acceptable d'un point de vue risque chirurgical. Maintenant, il faut que la matrice soit suffisamment large pour recouvrir le cortex moteur de façon à pouvoir prendre en compte la cartographie de l'homunculus de Penfield. Donc 5 cm, ça va. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est d'avoir un système plus petit en termes d'intégration pour faire le traitement, l'acquisition et le traitement des signaux. La demande, c'était d'arriver rapidement à un essai clinique. Et pour arriver rapidement à un essai clinique, il faut utiliser des technologies matures. C'est déjà très difficile d'intégrer un implant et de satisfaire à toutes les normes.
en partant de briques technologiques relativement connues. S'il faut faire des développements de nouvelles briques technologiques, ce qui est en cours dans le monde, on y arrivera à faire des petites puces qui vont dans le cerveau, mais l'essai clinique est beaucoup retardé par la validation de la sécurité. Donc notre approche a été de faire un essai à partir de technologies sécurisées, de manière à aller rapidement à la preuve. Ça donne ensuite le chemin pour, comme vous le soulignez, miniaturiser, améliorer, mais il faut bien partir quand même d'un essai pour voir le bénéfice et l'intérêt de continuer. Ouais, excusez-moi, mais juste la nomenclature, ça ne paraît pas être un bénéfice clinique pour le patient. La seule chose, le patient ne va pas être modifié dans sa physiologie ou dans son comportement, il va faire bouger un exosquelette. Alors le patient devrait... Est-ce qu'il lui-même va en tirer un bénéfice réel ? Ce protocole a été soumis au comité de protection des personnes qui a examiné les bénéfices et les risques. Et le patient tétraplégique implanté pourra piloter des bras, des effecteurs. Et bon, s'il le juge utile pour lui, il acceptera et il donnera un consentement informé. S'il ne le juge pas utile, il ne participera pas à l'essai clinique. Une question sur votre droite. Voilà. Et puis ensuite... Je voudrais juste soulever le problème du signal que vous recueillez. Ce matin, on a vu une méthode relativement plus classique avec un système intracérébral qui fait du template matching. C'est une méthode extrêmement reconnue, qui fait un débit important avec une précision temporelle extrêmement importante. Là, quel type de signal vous allez recueillir ? Est-ce que vous n'allez pas avoir un signal relativement composite, faiblement précis temporellement, faiblement précis spatialement? Alors vous faites référence au système de microélectrodes qui ont été présentés ce matin, donc vous avez raison, le système de microélectrodes permet de faire la mesure au niveau des neurones avec une extrême précision, comme l'a montré M. Denohu. Notre approche, c'est de mesurer au niveau du cortex, donc c'est effectivement un grand nombre de neurones qui sont concernés. Mais ce qu'on a déjà démontré, c'est qu'en mesurant cette activité à ce niveau... D'abord, pour pouvoir bouger les 4 membres, il faudrait mettre plusieurs systèmes de micro-recording pour avoir l'emplacement des différents... pour capter les mouvements des différentes zones du corps. Donc ça ferait beaucoup. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ces systèmes étant quand même invasifs, sont instables dans le temps et nécessitent d'être calibrés régulièrement pour pouvoir être utilisés. Donc l'approche que le professeur Benabid a choisie, c'est de remonter au niveau du cortex, donc de prendre en compte un plus grand nombre de neurones, mais avec le bénéfice d'une meilleure stabilité et donc d'une non-nécessité de recalibrer régulièrement. Les expérimentations que nous avons faites sur les primates ont montré que les calibrations peuvent tenir plusieurs mois. Donc c'est en vue d'un usage à domicile, c'est une technique qui permet une grande stabilité et évidemment aujourd'hui une technologie sans fil, donc qui permet aussi un meilleur usage pour les patients. Édouard Bressin. Est-ce qu'il est évident qu'un sujet devenu tétraplégique à l'issue d'un accident ou d'une maladie garde indéfiniment le souvenir de ce qu'il faisait pour lever le bras gauche, par exemple? Alors, nous n'avons pas la réponse. Dans le protocole d'inclusion des personnes tétraplégiques, il y a de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et de l'imagerie magnétoencéphalographique. Et on sait déjà, par ces méthodes d'imagerie sur des sujets témoins, qu'on n'a pas la même façon d'imaginer des mouvements. On n'a pas les mêmes performances d'imagination de mouvements. Y compris, on a fait des essais avec des sujets paraplégiques. Donc, évidemment, dans les critères d'inclusion, on s'assurera que les sujets développent une activité corticale motrice suffisamment bonne pour pouvoir être traités
au niveau de l'implant et du traitement du signal. Mais nous n'avons pas la réponse aujourd'hui. Yves Agide. Vous dites toujours que vous mettez les électrodes dans la région motrice. Il n'y a pas d'acte purement moteur, un acte est toujours sensorimotrice. Est-ce que vous mettez la plaque dans la région purement motrice ou est-ce que vous intégrez aussi la partie sensorielle de retour? Quand je fais ça, je bouge, j'active mes muscles, mais à chaque moment de mon mouvement, j'ai une intégration sensorielle qui me dit où je suis. Là, je ne peux pas vous répondre. C'est le professeur Benhamid qui va vraiment choisir le meilleur lieu d'implantation en fonction du patient et en fonction de sa réponse en IRM fonctionnel et en magnétoencéphalographie. Là, je suis en dehors de mon domaine. Y a-t-il une dernière question Oui, pardon, excusez-moi, je vous en prie. Rapprochez-vous d'un micro. Voilà, merci. Merci beaucoup. En revenant à cette projection de locomotion, la locomotion est en fait un phénomène moteur, mais c'est aussi un phénomène sensitif. La proprioception est nécessaire au maintien de l'équilibre et au déplacement. Est-ce que ce n'est pas... C'est sûrement une difficulté supplémentaire. Est-ce que vous l'avez envisagé et comment pensez-vous la résoudre? Bon. Pour le moment, nous n'avons pas prévu de faire un feedback sensoriel au niveau du cortex. Ça peut être une option pour un développement futur. Pour le moment, ce n'est qu'un enregistrement. Et comme je le disais au professeur Agide, la zone précise de l'implantation du dispositif sera déterminée par le professeur Benhamid en fonction des performances du premier sujet avec l'imagerie d'IRM fonctionnelle et magnétoencéphalographie. Je ne peux pas vous répondre sur la zone exacte de l'implantation.